j'approche de la limite, mais je voulais vous parler des enjeux de vie privée liés aux données de mobilité. Donc, le titre que j'avais choisi, c'est ce que vos mouvements révèlent sur vous. Euh, et donc, je pense que ça a dû. J'ai pas assisté aux autres événements de Normimob, mais je pense qu'il y avait sûrement des événements autour des services géolocalisés. Donc, un service géolocalisé, comme on en a beaucoup sur nos téléphones portables, c'est un service qui essaye d'utiliser la position de votre téléphone pour personnaliser le service. Donc là, je vous ai mis un exemple d'une application, si un jour vous allez en Chine, qui permet de vous trouver les toilettes publiques les plus proches. Donc ce service-là essaye de vous fournir une information liée à votre position pour ce service particulier. Donc en général, quand on parle de services géolocalisés, on peut distinguer entre deux familles de services. Il y a les services qui dépendent seulement de votre position à vous, et il y a les services collaboratifs où l'information qui vous est fournie dépend de la position aussi d'autres utilisateurs. Donc, je vais donner quelques exemples de services collaboratifs, mais par exemple Waze, pour être capable de vous donner le meilleur trajet pour éviter le trafic, c'est un service collaboratif. Et puis, il y a un autre scénario qu'on voit de plus en plus, c'est en particulier dans le cas où les collectivités ouvrent des données de mobilité, c'est le cadre de l'assainissement ou de l'anonymisation de données. Donc, on a collecté des données de mouvement de personnes et on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire sur ces données avant de les ouvrir pour limiter les risques de vie privée. Donc, un service géolocalisé classique, c'est par exemple la publicité géolocalisée, donc le fait qu'on essaye de vous envoyer de la publicité en fonction de l'endroit où vous êtes. Donc, évidemment, on est en contexte de confinement, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais si on était dans un contexte normal, ça pourrait être vous déplacer dans la ville, puis vous passez à côté d'un café où le système sait, d'après le profilage qu'il a fait, que vous êtes intéressé, il pourrait vous offrir un bon de réduction. On a ces services collaboratifs comme Waze où on est capable, en estimant les déplacements des téléphones, de savoir si une rue est congestionnée ou pas, et donc utiliser cette information-là pour essayer de vous offrir un itinéraire qui va être relativement rapide pour aller à votre destination. Et puis, au-delà de ces services-là, on a aussi des jeux où les gens essayent de se géolocaliser dans l'espace. Donc là, j'ai mis l'exemple d'un jeu qui s'appelle Ingress, où vous allez essayer de réclamer des lieux pour votre équipe. Donc, vous allez sur un endroit, puis vous allez, avec votre téléphone, taguer cet endroit-là pour dire que vous avez pris le contrôle de ce lieu-là. Donc, cette appli va aussi collecter votre position. Et on a aussi des réseaux géosociaux où, en plus de l'aspect social avec des contacts, on va aussi, en anglais, on va faire des check-in. Donc, on va dire à quel endroit on s'est situé. On va partager cette information-là avec d'autres personnes et on va éventuellement recevoir des conseils sur des endroits qui pourraient nous intéresser, comme des restaurants ou des marchés, par exemple. Donc, évidemment, il peut y avoir aussi des abus liés à la localisation. Et dans le reste de ma présentation, je vais essayer de me focaliser sur les risques. Mais je voulais vous donner aussi un exemple de technologie où on voit parfois que, clairement, ces technologies-là peuvent être utilisées pour suivre des personnes. Bon, ça, c'est l'exemple d'un service qui était fourni par une start-up de Toulouse qui vous proposait d'acheter un mouchard qui est extrêmement petit et qui était fait pour… donc, il y avait un GPS intégré et qui était fait pour se glisser de manière non détectable, par exemple dans une voiture ou dans un sac, pour suivre une personne. Donc, ce tracker-là, une des fonctionnalités, c'était par exemple d'être capable de vous envoyer un SMS si la personne sortait de la zone qui avait été définie. Et en plus, il avait une fonction même d'écoute à distance. Et donc, l'entreprise qui faisait cette technologie-là, donc je ne sais pas si vous voyez dans mon écran, mais en gros, ce qu'elle disait, c'est que nous, on fait une technologie qui est neutre, mais c'est à vous de vous assurer que la technologie est utilisée dans le strict respect de la législation en vigueur. Mais clairement, quand on voit les fonctionnalités de ce tracker-là, c'est vraiment des fonctionnalités de suivi d'une personne à son insu. Donc, les données qui sont en général bien protégées par les législations sur la vie privée, c'est ce qu'on appelle les données à caractère personnel ou les données nominatives, comme par exemple votre nom et prénom, votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de carte de paiement, vos données biométriques, parce qu'on sait que si on a plusieurs bases de données dans lesquelles ces données sont présentes, comme elles identifient de manière unique, c'est assez facile de croiser ces données et de reconstruire un profil d'un individu. Ce que je vais essayer de mettre en avant dans le reste de la présentation, c'est qu'au-delà des données nominatives, il y a beaucoup d'autres types de données qui soulèvent aussi des enjeux de vie privée, dont les données de mobilité. En particulier, il y a certaines données qui, prises de manière séparée, peuvent sembler ne pas identifier la personne, mais qui, combinées ensemble,
peuvent l'identifier de manière unique. Donc, un exemple, ça serait par exemple, si je regarde combien de personnes habitent dans votre bloc d'immeubles, donc on suppose qu'on fixe une granularité, on va dire, à une zone résidentielle, vous allez être beaucoup de personnes. Quand on regarde combien de personnes, par exemple, enseignent à l'UT d'Aurillac, vous êtes beaucoup de personnes, mais quand on combine ces deux informations-là, il y a sûrement une personne ou un très petit grand nombre de personnes qui habitent à la fois dans la même zone résidentielle et qui travaillent à un certain endroit. Donc, quand on a ces informations-là dans des données, dans une base de données géospatiale, par exemple, on pourrait être capable de relier tous les déplacements d'une personne à son identité à partir de ces informations identifiantes. Donc, si je sais, par exemple, l'endroit où habite Pascal et si je sais en plus qu'il est enseignant à l'IUT d'Aurillac, ben, je serai capable, dans les données de mobilité, d'essayer de, même s'ils ont été anonymisés, de retrouver, de rattacher son identité à ces traces de mobilité. Et puis, une autre chose que je vais essayer de vous convaincre par les attaques d'inférence que je vais montrer sur les données de mobilité, c'est que une donnée, elle est sensible aussi en fonction de son potentiel d'inférence. Donc, le potentiel d'inférence, ça peut se définir comme qu'est-ce que je peux inférer sur cette personne à partir de ces données-là. Donc, à partir des données de mobilité, on va voir qu'on est capable, par exemple, de retrouver votre maison et votre lieu de travail, mais on est aussi capable d'inférer éventuellement quelle est votre religion en fonction du lieu de culte que vous visitez. On va être capable aussi de savoir quel type de sport vous faites en fonction des endroits que vous allez visiter. Donc, le potentiel d'inférence de la donnée de mobilité, il est très important et il va au-delà de la crainte habituelle qu'ont les gens, qui est de est-ce qu'on va pouvoir me suivre ou pas dans mes déplacements. Je dirais que pour la plupart des entreprises, ça va plutôt être quel est le profilage ou quelles sont les inférences qu'on va pouvoir faire de manière très précise sur cet individu. Et une des choses qu'il faut, je pense que vous en êtes conscient, mais une des choses que je voudrais juste rappeler, c'est que la donnée de mobilité, c'est une des données qui est les plus collectées au niveau des applications sur smartphone. Donc là, j'ai mis une copie d'écran d'une étude qui avait été faite entre une équipe INRIA et la CNIL, qui a analysé justement les données collectées par, donc l'étude s'appelait Mobilityx, par des applications. Et en fait, la géolocalisation, ils ont appelé ça la reine des données, dans le sens qu'il y a beaucoup d'applications qui la collectent, incluant souvent des applications qui n'ont même pas besoin de cette donnée-là pour fonctionner. Donc, peut-être qu'il vous est déjà arrivé de télécharger un jeu ou de télécharger une application de lampe torche qui vous demande d'avoir accès au GPS de votre téléphone, alors que clairement, ce n'est pas une information qui est nécessaire pour la finalité du service. Et puis, en plus, ce qu'on voit aussi, c'est que la géolocalisation, au-delà de est-ce qu'on vous la demande ou pas, une des autres questions, c'est à quelle fréquence. Donc, par exemple, si vous avez l'appli Facebook, cette appli-là va demander votre position toutes les minutes. Et si vous avez, pareil, l'appli Play Store, ben, on va vous demander cette position-là tous les 10 fois par minute. Ce qui n'est pas vraiment, à mon avis, nécessaire pour la finalité de cette application-là. Donc, j'essaie de vous faire un schéma, je dirais à gros grains, de comment on peut représenter un service géolocalisé. Donc, vous avez un client, donc c'est par exemple vous avec votre téléphone, qui va être capable de se positionner dans l'espace à partir des signaux GPS, mais aussi éventuellement à partir des réseaux Wi-Fi que vous voyez autour de vous. Et quand vous utilisez un service géolocalisé, en général, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une requête. Donc, ça peut être quelle est la crêperie la plus proche de ma position actuelle. Donc, vous allez envoyer votre identité, la requête et votre position. Donc, vous allez passer par un réseau sans fil et vous allez envoyer cette information-là à un fournisseur de services géolocalisé qui va vous renvoyer une information qui est personnalisée en fonction de votre position et éventuellement de votre profil. Donc, une des approches pour assurer la vie privée, ça serait de se dire qu'on va essayer d'avoir des règles qui disent avec qui et comment on voudrait partager ces données-là. Mais souvent, une des choses qu'on a en sécurité, c'est que même si le fournisseur de services est de confiance, une fois qu'il a commencé à stocker une grande masse de données de mobilité, il y a toujours un risque qu'il y ait une attaque sur ses serveurs, par exemple, et que les données de mobilité collectées fuitent, ou qui éventuellement, si jamais il fait faillite ou qu'il est racheté, que l'entreprise qui l'ait racheté choisisse de ne pas respecter les conditions d'utilisation de départ. Donc souvent, on va considérer que le fournisseur de services lui-même est un adversaire potentiel. Donc, au-delà de juste imaginer qu'on est un attaquant qui écoute sur le réseau les requêtes qui sont envoyées par l'utilisateur, on va inclure en vie privée le fournisseur de services comme un attaquant potentiel, non pas parce qu'on considère qu'il est toujours de mauvaise foi, mais
justement à cause des risques, une fois que des données sont centralisées, qu'il puisse y avoir des fuites de sécurité, ou ça peut être aussi quelqu'un qui travaillait dans l'entreprise, qui a été renvoyé et qui part avec une copie des données. Donc, des exemples de risques, je vais venir tout à l'heure sur les risques d'inférence, mais on pourrait imaginer qu'à partir des données de mobilité, on peut essayer de faire un profilage très détaillé d'une personne. On peut essayer aussi de faire un suivi invasif, ou on pourrait avoir un bris de vie privée suite à une brèche de sécurité, comme je l'ai mentionné. Donc, si on voulait assurer la vie privée dans les services géolocalisés, on pourrait imaginer utiliser des réseaux de communication anonymes pour essayer de cacher l'identité d'une personne qui fait une requête à un service géolocalisé ou un fournisseur de services géolocalisés. On pourrait imaginer chiffrer les communications entre le téléphone et le fournisseur de services. Mais ces deux choses-là, elles ne protègent pas contre le fait que si le fournisseur de services apprend la donnée de mobilité en clair, il pourra, à cause de son potentiel d'inférence, faire les attaques que je vais mentionner tout à l'heure. Donc, je voulais juste mentionner que dans le cas où on considère de sécuriser la donnée de mobilité, l'idéal, ce serait d'essayer aussi de minimiser les données de mobilité qui sont connectées par le fournisseur de services. Et donc, en vie privée et en géolocalisation, on a eu déjà depuis, je dirais, le début des années 2000, pas mal de personnes qui sont intéressées à essayer de comprendre les risques qui sont liés aux données de mobilité. Donc, on va voir en particulier dans le reste de ma présentation que à partir des données de mobilité d'une personne, on va pouvoir identifier son lieu d'habitation et de travail. On pourrait éventuellement remonter à son identité, déduire ses centres d'intérêt, déduire ses habitudes, puis on pourrait même imaginer avoir un système qui automatiquement choisit de déclencher une alarme si jamais la personne sort de son comportement habituel de mobilité. Et donc, si on se dit qu'on pourrait simplement protéger la vie privée des données de mobilité en enlevant le nom de la personne, souvent, ce n'est pas suffisant parce que les données de mobilité ayant un potentiel d'inférence très important, même si vous enlevez le nom, donc supposons qu'on est dans un contexte où on veut anonymiser les données de mobilité avant de les publier, si on se contente d'enlever le nom de la personne et le remplacer par un pseudonyme, il y a souvent suffisamment d'informations dans les données pour retrouver l'identité de la personne. Donc là, je vous ai mis un exemple qui n'est pas lié aux données de mobilité, mais qui était AOL, qui est un fournisseur d'accès Internet aux États-Unis, qui avait publié des requêtes de ses clients, simplement en enlevant le nom des personnes devant les requêtes, mais en ne touchant pas aux requêtes. Sauf que si vous imaginez, si je publie par exemple sur la place publique les données que vous avez fait sur les requêtes que vous avez fait sur Google depuis un mois, dans ces requêtes-là, en général, il y a suffisamment d'informations pour me faire un profil très détaillé de vous et éventuellement aussi de remonter à votre identité. Et c'est la même chose avec les données de mobilité. Les données de mobilité sont tellement riches qu'il va falloir aller plus loin que simplement faire de la pseudonymisation pour protéger la vie privée. Une des raisons en particulier, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, où si on regarde simplement la localisation de la maison et du travail, elle devient unique pour une large fraction de la population si on va à un niveau de granularité spatiale suffisamment fin. Donc, il y a eu beaucoup de travaux dans les années 2010 en particulier pour essayer d'identifier le caractère unique des données de mobilité. Donc, je vais mentionner mes propres travaux après, mais je voulais mentionner un article qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque qui s'appelait Unique in the Crowd, qui analysait les données de mobilité collectées par les opérateurs téléphoniques et qui montrait que quand on regarde les antennes téléphoniques que vous avez vues dans une journée, si on prend un exemple de 3 ou 4 antennes différentes où votre téléphone a été géolocalisé, vous êtes en général unique dans la population. Donc, si on regarde dans votre région combien de personnes ont visité, alors évidemment, on est en contexte de confinement, donc peut-être que ces hypothèses-là ne se vérifieront pas, mais si on est dans un contexte normal où il n'y a pas de Covid, en général, vous êtes le seul dans la population à avoir visité une combinaison de 3 ou 4 antennes différentes. Donc, la mobilité permet de vous caractériser de manière unique. Donc, ce qu'on a fait avec un chercheur qui s'appelle Marc-Olivier Kilijan, qui est aussi prof à l'UQAM, mais qui précédemment était à Toulouse, et un doctorant qu'on avait, c'était d'essayer de quantifier les risques en termes de vie privée liés à la collecte et au partage de données de mobilité à partir de ce qu'on a appelé des attaques par inférence. Donc, on se met dans la peau d'un attaquant qui observe des données de mobilité potentiellement anonymisées et qui essaye de déduire d'autres informations sur les individus. Donc, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que on peut avoir des attaques par inférence qui essayent, par exemple, de déduire quels sont les points d'intérêt. Donc, les points d'intérêt, c'est typiquement les endroits où vous revenez de manière régulière et où vous restez un certain temps. Donc, ça peut être, par exemple, tous les endroits où vous revenez au moins 3 fois par mois et où vous allez rester 10 minutes.
Donc ça va capturer évidemment la maison, ça va capturer le travail, mais ça peut aussi capturer le gymnase où vous faites le sport de manière régulière. Ça peut capturer un centre médical où vous devez aller de manière régulière si vous avez un problème de santé particulier. Ça peut capturer aussi votre lieu de culte, votre café préféré. Et donc, à partir de ces points d'intérêt et de leur sémantique, on est capable de faire un profil détaillé des individus. Une fois qu'on a appris les points d'intérêt, on peut aussi construire un modèle de mobilité qui va essayer de prédire comment un individu va se déplacer. Donc, le jeu, ce serait par exemple que vous me dites à quel endroit vous êtes actuellement et j'ai pu observer dans le passé votre mobilité et je dois essayer de prédire où vous allez être dans une heure ou où vous étiez dans l'heure précédente. Et puis, ce qu'on a aussi fait comme attaque, c'est qu'on a montré qu'on est capable, à partir de ces modèles de mobilité, de les utiliser pour réidentifier des individus dans d'autres ensembles de données de mobilité. Donc, un exemple, ça pourrait être le système de transport de votre région qui choisit de rendre public les données de mobilité des usagers du bus, par exemple, en les anonymisant. Et si un attaquant a pu observer la mobilité de ces personnes-là par d'autres sources, il pourrait essayer de réidentifier dans ces données ouvertes certaines personnes à partir des modèles de mobilité qu'il avait construits précédemment. Et deux autres choses que je ne vais pas détailler dans ma présentation, c'est qu'on peut même déduire si deux personnes ont des relations sociales à partir de la mobilité. C'est relativement simple. Si vous observez que deux personnes sont colocalisées dans le même espace de manière régulière, mais en général, c'est qu'il y a une relation sociale. Donc, ça peut être que ce soit des amis, mais éventuellement, ça peut être aussi des collègues de travail. Et puis, il y a aussi des compagnies qui se sont même spécialisées dans le fait d'avoir des prédictions sur le niveau de revenu ou les attributs démographiques à partir simplement du profil de mobilité. Donc, par exemple, la vitesse à laquelle vous vous déplacez en marchant peut éventuellement révéler dans le tranche d'âge dans lequel vous êtes. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a plus de 70 ans, éventuellement, vous allez vous déplacer d'une manière différente qu'une personne qui est dans la vingtaine. Donc, un attaquant qui essaye de faire ses attaques par inférence, il a évidemment accès à toutes les autres sources d'informations publiques. Donc, s'il a par exemple collecté une estimation de la position de la maison ou d'un lieu de travail d'une personne, il peut aller sur Google Maps et essayer de trouver à quoi correspond cet endroit-là. Donc, si vous allez sur Google Maps ou Google Earth, vous pouvez taper une position en termes de latitude, longitude et ça va vous donner. Donc là, je vous ai mis par exemple l'exemple de mon université où on va vous dire c'est l'Université du Québec à Montréal. Donc, c'est très facile de passer d'une position au type de lieu auquel ça correspond. Et je vois notre travail un peu comme la même chose qu'avaient fait d'autres chercheurs aux États-Unis sur un site qui s'appelait « S'il vous plaît, cambriolez-moi », où ce qu'ils avaient montré à l'époque, c'était qu'on était capable de prédire si une personne était ou pas à la maison en fonction du contenu de ses tweets. Donc, typiquement, si quelqu'un dit je suis actuellement en train de regarder un super concert ou je suis à un super concert, on est capable par des techniques de traitement de la langue de savoir que clairement la personne n'est pas à la maison. Alors que si à l'inverse, elle dit je suis en train de cuisiner un plat chez moi et je vais passer une énième soirée de confinement, on est dans une situation où elle est à la maison. Donc, ce que voulaient sensibiliser les chercheurs, c'est montrer qu'il faut faire attention aux informations qu'on partage. Donc là, c'était les informations de Twitter. Parce si un cambrioleur voudrait décider du moment où il doit venir vous cambrioler, il pourrait essayer d'utiliser ces informations-là pour déduire si vous êtes ou pas à la maison. Donc, pour identifier la maison et le lieu de travail, on peut utiliser des heuristiques de manière assez simple. Donc, par exemple, si vous allez installer une application qui collecte votre position toutes les 5 minutes, la maison, en général, ça va être simplement le dernier arrêt que vous avez pu observer avant minuit. Et le lieu de travail, il y a une autre heuristique très simple, c'est aussi de choisir l'endroit où il y a eu le moins de déplacements dans la journée. Une fois que vous avez eu ces coordonnées, vous pouvez faire ce qu'on appelle du géocodage inverse. Donc, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure de Google Maps. Vous pouvez rentrer les coordonnées qui correspondent à cette localisation, puis vous allez avoir une adresse physique. Et donc, si on veut, par exemple, retrouver l'identité d'une personne, au Canada, on a l'équivalent des pages jaunes qu'on appelle Canada 411, où essentiellement, une fois que vous avez donné l'adresse, vous allez avoir la liste des personnes qui habitent à cet endroit-là. Donc, je peux passer de la position de votre maison à l'adresse physique et à partir de l'adresse physique, avoir une liste d'identités potentielles qui correspondent à cette adresse-là et donc qui pourra être réassociée aux traces de mobilité. Mais ce qu'on a voulu montrer dans nos travaux, c'est qu'au-delà de ces deux heuristiques qui sont très simples, on peut extraire de manière automatique tous les points d'intérêt d'une personne par des approches de type clustering. Donc, l'idée, c'est qu'on va essayer de regrouper ensemble des traces de mobilité qui sont proches et on va choisir le milieu de ce cluster comme étant
un point d'intérêt. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a les traces de mobilité d'une personne, on enlève toutes les traces où cette personne était en mouvement. Et ensuite, on fait tourner un algorithme de clustering sur les positions qui restent. Et on a donc différents clusters sur la carte. Et on va considérer comme le point médian ou le point moyen de ce cluster-là comme un point d'intérêt. La difficulté qu'on a en vie privée par rapport aux données de mobilité, c'est qu'il y a très peu d'ensembles de données qui existent où il y a vraiment la maison qui a été associée dans ces données de mobilité-là. Donc, ce qu'on a dû faire à l'époque, c'est qu'on a pris un des ensembles de données qui avait été ouvert, qui concernait les déplacements de taxis à San Francisco, qui ont donc des balises GPS. Et quand on regarde dans ces données de taxis, ce qu'on voit, c'est qu'au-delà de déplacer des touristes, les taxis de San Francisco vont aussi utiliser leur taxi pour leur déplacement personnel. Donc, quand on avait trouvé ce qu'on estimait être la maison d'un chauffeur de taxi, on n'avait pas dans l'ensemble de données la vérité terrain sur sa maison, mais ce qu'on est allé faire, c'est qu'on est allé regarder sur Google Earth, justement, si en face de cette maison-là, donc les taxis de San Francisco ont une couleur jaune, on pouvait avoir une photo satellite qui montre qu'un taxi avait été stationné. Donc évidemment, ce n'est pas une preuve à 100% de certitude, mais ça permet de valider que oui, il y a sûrement un chauffeur de taxi dont on avait estimé la maison dans les traces de mobilité comme étant cet endroit-là, qui habite sûrement à cet endroit-là parce qu'on a une voiture qui a été stationnée aussi pendant cette période-là. Donc c'est une façon un peu détournée d'essayer de valider si notre attaque fonctionne ou pas parce qu'on a l'absence de vérité terrain, mais avec d'autres sources d'informations. Une fois qu'on a collecté les points d'intérêt, on a construit un modèle de mobilité qu'on appelle une chaîne de Markov de mobilité où essentiellement, ce qu'on va observer, c'est que chaque point d'intérêt va être un point sur la carte et on va compter les transitions entre les points d'intérêt. Donc là, vous avez par exemple la maison et le travail et le lieu de loisir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à partir des traces, on va pouvoir calculer, une fois qu'une personne quitte son travail, quelle est la probabilité qu'elle retourne directement à la maison ou quelle est la probabilité qu'elle passe d'abord faire des courses ou qu'elle passe d'abord sur son lieu de travail. Donc, une fois qu'on a construit ce modèle de chaîne de Markov de mobilité, donc on peut le faire très facilement. On va d'abord enlever les traces où quelqu'un est en déplacement, extraire les points d'intérêt, comme je l'ai mentionné il y a deux transparents à partir de ces traces-là par les data goal clustering, et ensuite étiqueter les traces et calculer les probabilités de transition. Si vous voulez même être plus précis, ce que vous pouvez faire, c'est construire un modèle de mobilité pour la semaine et construire un modèle de mobilité pour le week-end. Étant donné que nos habitudes de déplacement changent en fonction des jours, on peut même avoir un modèle différent chaque jour. Et à partir de ça, ce qu'on a essayé de faire, c'est de calculer ou d'essayer de valider si on peut facilement prédire comment une personne va se déplacer à partir de ce modèle de mobilité. Donc, une des choses que je voulais dire aussi, c'est que dans le modèle, on voit clairement l'état qui correspond à la maison, parce qu'en général, la maison, quel que soit l'endroit où vous êtes, il y a toujours une probabilité de transition qui est non nulle vers la maison. Et le travail, en général, c'est l'état qui est situé dans la transition la plus probable à partir de la maison. Et donc, quand on a voulu évaluer est-ce qu'on peut prédire la mobilité des personnes, le jeu qu'on fait, qui est assez classique en apprentissage machine ou en analyse de données, c'est qu'on prend notre ensemble de données de mobilité, on va le séparer entre deux ensembles, un ensemble sur lequel on va entraîner le modèle de mobilité et un ensemble de tests qui est disjoint sur lequel on va essayer de valider si le modèle qu'on a appris est capable de faire des prédictions pertinentes. Et donc, la chaîne de Markov de mobilité, elle va essayer d'avoir comme information les N derniers lieux qui ont été visités par un individu. Et la question, c'est quel est le lieu qu'il va visiter ensuite. Donc, par exemple, si l'utilisateur vient de visiter son point d'intérêt travail puis qu'il vient d'aller au supermarché, quel est le prochain point d'intérêt où il va aller? Et en fait, ce qu'on a observé en testant sur plusieurs ensembles de données, c'est qu'on arrive à prédire la prochaine localisation avec un taux de succès qui varie entre 70 et 95%. Et ce n'est pas vraiment surprenant. Donc, rappelez-vous comment vous vous déplaciez avant le contexte de confinement. En tant qu'humain, on a tous des motifs de mobilité ou des façons de se déplacer qui sont extrêmement routinières et extrêmement régulières. Et donc, c'est assez facile, en observant ne serait-ce qu'une semaine de votre mobilité, de construire un modèle qui est très précis parce qu'on a tous tendance à répliquer les mêmes motifs de mobilité. Donc, par exemple, si je vais tous les lundis soirs jouer au volley en partant de mon lieu de travail, ça, c'est extrêmement routinier, ça se répète.
Si j'ai tendance le matin, en partant de chez moi, à déposer ma fille à la garderie, ben, ça va aussi se répéter. Donc, c'est assez facile de prédire la mobilité des individus. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'une fois qu'on a construit ces modèles, ben, on les a utilisés pour essayer de faire de la désanonymisation. Donc, on a construit des distances entre modèles de mobilité. Et ce qu'on a fait comme façon de valider cette méthode d'attaque, c'est qu'on a encore séparé notre donnée entre données d'entraînement et données de test. Et on a essayé, donc pour les données d'entraînement, on suppose qu'on connaît l'identité qui est associée à un modèle. Dans les données de test, les données sont mélangées. On va construire un modèle de mobilité et on va chercher à trouver quel est le modèle le plus proche dans les données d'entraînement de cet ensemble de mobilité-là. Et on va attacher l'identité à ce modèle comme étant celui qui le ressemble le plus dans l'ensemble d'entraînement. Et là encore, on a réussi, on a testé avec différentes façons de faire des distances entre modèles, mais en gros, on a réussi à montrer que même dans des ensembles de données où les gens travaillent tous au même endroit, donc où il y a une partie de la mobilité qui est commune, on est capable de réidentifier une grosse partie des individus. Donc, à l'époque, on était à 45% de réidentification dans des ensembles de données de plusieurs centaines de personnes. Mais je pense que maintenant, avec les avancées dans les algorithmes d'inférence, on serait capable d'aller à des données qui sont beaucoup plus importantes. Et donc, la dernière chose que je voulais mentionner, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est qu'on a des compagnies. Donc là, je vous ai mis une capture d'écran d'une compagnie qui s'appelait Sense Network, qui explicitement avait comme modèle d'affaires de créer des profils extrêmement détaillés de personnes à partir de leurs données de mobilité. Donc, ce que disait l'entreprise Sense Network, c'est que si vous êtes une entreprise qui collecte des données de mobilité, donc par exemple un opérateur téléphonique, et que vous venez nous voir, nous, on va être capable de prédire pour les individus, simplement à partir de leur mobilité, leur niveau de revenu. Est-ce que c'est des personnes qui ont tendance à acheter des nouvelles voitures? Est-ce que c'est des gens qui voyagent beaucoup pour le travail? Quelles sont leurs tendances sociales? Donc là encore, ça rejoint le fait que les données de mobilité sont extrêmement riches en termes des inférences qu'on peut faire sur les habitudes de vie ou sur les caractéristiques des personnes. Donc, pour finir, est-ce qu'il me reste encore 2-3 minutes, Pascal? Il va falloir passer à conclure, Sébastien. Ok, donc je suis quasiment à ma fin, mais je voulais juste mentionner que si on veut si on veut créer des services géolocalisés qui respectent la vie privée, il y a deux grandes approches qu'on peut essayer de faire. La première, ça serait de perturber la donnée de mobilité avant qu'elle parte de votre téléphone. Et l'autre, ça serait d'utiliser des techniques cryptographiques, un peu comme peut-être que Pascal vous a déjà fait une présentation. Et donc, si vous faites de la perturbation, en gros, la bonne nouvelle pour la vie privée, c'est que souvent la position elle est prise par votre téléphone directement par le GPS sans que vous ayez besoin de faire appel à un tiers parti. Donc, ce qu'on est capable de faire, c'est qu'on pourrait imaginer que votre téléphone va perturber votre localisation avant de l'envoyer au fournisseur de services géolocalisés. Donc, ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est qu'au lieu de révéler ma position exacte, je pourrais révéler le quartier. Ou alors, je pourrais tirer une direction au hasard et avancer d'une certaine distance. Ou alors, je pourrais essayer d'agréger les positions de plusieurs personnes. Et donc, ça serait une façon d'essayer de ne pas révéler ma donnée exacte, mais de révéler une donnée bruitée. On peut aussi réduire la fréquence avec laquelle on divulgue notre position, éventuellement rajouter des fausses données avec les vraies données. Ou alors, on peut aller vers des solutions de type cryptographique qui sont un peu plus coûteuses en termes calculatoires, mais qui sont relativement matures, où là, on pourrait imaginer complètement cacher la position au fournisseur de services, mais être capable de fournir le service à l'individu, tout ça de manière complètement sécurisée et sans que la position de l'individu ne soit révélée au fournisseur de services. Donc voilà, la dernière chose sur laquelle je pense que je peux finir comme mon dernier transparence, c'est que au-delà des services géolocalisés qu'on utilise quand on est en ligne, c'est-à-dire quand on est connecté, il y a toutes les questions aussi d'assainissement de données quand on veut ouvrir des données de mobilité qui sont de plus en plus importantes. Donc, par exemple, je pense que ça doit être le cas dans votre région, mais à Montréal, on a des cas où la ville a demandé à des citoyens d'installer une appli qui va collecter leur mobilité. Et un de leurs grands enjeux, c'est comment est-ce qu'on peut anonymiser ces données-là avant de le mettre sur le portail des données ouvertes pour être sûr qu'on pourra garantir aux gens qui ont contribué à leur mobilité qu'on n'arrivera pas à retrouver leurs données personnelles, mais que ces données qui ont été ouvertes puissent quand même bénéficier pour faire des études, par exemple, de planification urbaine ou comprendre la mobilité des citoyens. Et donc, l'anonymisation, c'est un problème qui reste scientifiquement ouvert dans beaucoup de contextes et dans beaucoup de situations. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup, Sébastien. On va prendre une question qui a été posée dans le chat par Monsieur Messaï, qui demandait si la précision du GPS avait une influence sur la qualité de l'inférence que vous avez pu faire. Oui, ça peut. Globalement, ça peut influencer, mais sauf que quand on observe une personne sur une longue période, on va avoir beaucoup de traces GPS et même s'il y a une imprécision pour une trace, quand on va construire les clusters et qu'on va faire la moyenne du cluster, finalement, on va se retrouver avec un point moyen qui est relativement précis. Donc, le fait d'avoir une grosse quantité de données va faire que le bruit ou l'imprécision va s'annuler et qu'on retrouvera assez précisément le point d'intérêt. Ok, merci. Et est-ce que l'immobilité pourrait être un facteur d'identification aussi? Je pense que l'immobilité va permettre de déduire si tu as, par exemple, un travail qui te permet d'être en télétravail ou je pense que l'immobilité peut permettre de déduire un peu les types de catégories de travail que tu peux avoir. Donc, si tu es quelqu'un qui reste immobile alors que tu étais mobile avant, ça permet sûrement de dire que tu as un travail qui ne demande pas d'être physiquement sur place dans l'entreprise, effectivement. Paul-Marie, tu avais une question? Oui, je me demandais, pour ce qui était de la dernière partie de l'exposé où tu présentais, Sébastien, des possibles moyens de perturber les données de géolocalisation afin de répondre à des problèmes d'attaque sur ces données de géolocalisation, ça me semblait pas mal dépendre de l'attaque considérée. Et donc, je voulais savoir ce que tu en pensais et si tu avais une idée comme quoi il puisse y avoir une approche générale pour répondre à cette question, ou du moins une approche qui englobe pas mal d'attaques possibles. Je dirais donc il va falloir voir au cas par cas. Mais donc une des choses qu'on peut faire avec la perturbation, c'est par exemple, donc il y a un impact sur la perturbation, la qualité de service et la bande passante. Donc par exemple, si je donne ma région et je dis quelles sont toutes les crêperies dans la région et que le fournisseur de service m'envoie cette information-là, moi, mon téléphone connaît ma vraie position puis sera capable de retrouver l'information la plus pertinente pour moi. Mais ça veut dire qu'en termes de bande passante, on a communiqué beaucoup plus de données que simplement la crêperie la plus proche. Par contre, ça veut dire que l'information que le fournisseur de service a dans sa base de données est très grossière et donc les attaques par inférence seront très peu efficaces. Euh, donc, donc, donc souvent, enfin, je n'ai pas de réponse précise pour ta question, mais souvent la bonne chose à faire en vie privée, c'est d'avoir un ensemble d'attaques qu'on teste en fonction d'une méthode d'anonymisation. On voit si on arrive à réidentifier encore beaucoup de gens ou si la fraction des gens est très faiblement réidentifiable. Puis on va essayer de faire un espèce de cycle où on va changer l'anonymisation et retenter les attaques.